Entretien sur la pluralité des mondes. Préface. Je suis à peu près dans le même cas où se trouva Cicéron, lorsqu'il entreprit de mettre en sa langue des matières de philosophie qui jusque-là n'avoient été traitées qu'en grec. Il nous apprend qu'on disoit que ces ouvrages seraient fort inutiles, parce que ceux qui aimoient la philosophie s'étant bien donné la peine de la chercher dans les livres grecs, négligeroient après cela de la voir dans les livres latins, qui ne seraient pas originaux, et que ceux qui n'avoient pas de goût pour la philosophie ne se soucioient de la voir ni en latin ni en grec. À cela il répond qu'il arrivera tout le contraire, que ceux qui n'étoient pas philosophes seraient tentés de le devenir par la facilité de lire des livres latins, et que ceux qui l'étoient déjà par la lecture des livres grecs seraient bien aises de voir comment ces choses-là avoient été maniées en latin. Cicéron avoit raison de parler ainsi. L'excellence de son génie et la grande réputation qu'il avoit déjà acquise lui garantissoient le succès de cette nouvelle sorte d'ouvrage qu'il donnoit au public. Mais moi, je suis bien éloigné d'avoir les mêmes sujets de confiance. Dans une entreprise presque pareille à la sienne, j'ai voulu traiter la philosophie d'une manière qui ne fût point philosophique. J'ai tâché de l'amener à un point où elle ne fût ni trop chère pour les gens du monde, ni trop badine pour les savants. Mais si on me dit, à peu près comme à Cicéron, qu'un pareil ouvrage n'est propre ni aux savants, qui ne peuvent rien apprendre, ni aux gens du monde, qui n'auront point envie d'y rien apprendre, je n'ai garde de répondre ce qu'il répondit. Il se peut bien faire qu'en cherchant un milieu où la philosophie convainc à tout le monde, j'en ai trouvé un où elle ne convienne à personne. Les milieux sont trop difficiles à tenir, et je ne crois pas qu'il me prenne envie de me mettre une seconde fois dans la même peine. Je dois avertir ceux qui liront ce livre et qui ont quelque connaissance de la physique, que je n'ai point du temps prétendu les instruire, mais seulement les divertir en leur présentant d'une manière un peu plus agréable et plus égayée ce qu'ils savent déjà plus solidement, et j'avertis ceux pour qui ces matières sont nouvelles que j'ai cru pouvoir les instruire et les divertir tous ensemble. Les premiers iront contre mon intention s'ils cherchent ici de l'utilité, et les seconds s'ils n'y cherchent que de l'agrément. Je ne m'amuserai point à dire que j'ai choisi dans toute la philosophie, la matière la plus capable de piquer la curiosité. Il semble que rien ne devra nous intéresser davantage que de savoir comment est fait ce monde que nous habitons, s'il y a d'autres mondes semblables et qui soient habités aussi, mais après tout, s'inquiète de tout cela qui veut. Ceux qui ont des pensées à perdre les peuvent perdre sur ces sortes de sujets, mais tout le monde n'est pas en état de faire cette dépense inutile. J'ai mis dans ces entretiens une femme que l'on instruit et qui n'a jamais ouï parler de ces choses-là. J'ai cru que cette fiction me servira à rendre l'ouvrage plus susceptible d'agrément et à encourager les dames, par exemple, d'une femme qui, ne sortant jamais des bornes d'une personne qui n'a nulle teinture de science, ne laisse pas d'entendre ce qu'on lui dit et de ranger dans sa tête sans confusion les tourbillons et les mondes. Pourquoi des femmes cédera-t-elle à cette marquise imaginaire qui ne conçoit que ce qu'elle peut se dispenser de concevoir? À la vérité, elle s'applique un peu, mais qu'est-ce ici que s'appliquer? Ce n'est pas pénétrer à force de méditation une chose obscure d'elle-même ou expliquer obscurément, c'est seulement ne point lire sans se représenter nettement ce qu'on lit. Je ne demande aux dames pour tout ce système de philosophie que la même application qu'il faut donner à la princesse de Clèves, si on veut en suivre bien l'intrigue et en connaître toute la beauté. Il est vrai que les idées de ce livre-ci sont moins familières à la plupart des femmes que celles de la princesse de Clèves, mais elles n'en sont pas plus obscures, et je suis sûr qu'à une seconde de lecture, tout au plus, il ne leur en sera rien échappé. Comme je n'ai pas prétendu faire un système en l'air et qu'il n'y eut aucun fondement, j'ai employé de vrais raisonnements de physique, et j'ai employé autant qu'il a été nécessaire. Mais il se trouve heureusement dans ce sujet que les idées de physique y sont riantes d'elles-mêmes, et que, dans le même temps qu'elles contentent la raison, elles donnent à l'imagination un spectacle qui lui plaît autant que si elle est toi, fait exprès pour elle. Quand j'ai trouvé quelques morceaux qui nettoient pas tout à fait de cette espèce, je leur ai donné des ornements étrangers. Virgile en a usé ainsi dans ses Georgiques, où il sauve le fond de sa matière, qui est tout à fait sèche, par des discrétions fréquentes et souvent fort agréables.
Ovide même en a fait autant dans l'art d'aimer, quoique le fond de sa matière fût infiniment plus agréable que tout ce qu'il pouvait mêler. Apparemment, il a cru qu'il est, toi, ennuyeux de parler toujours d'une même chose, fût-ce de préceptes de galanterie. Pour moi, qui avois plus de besoin que lui du secours de discrétion, je ne m'en suis pourtant servi qu'avec assez de ménagement, je les ai autorisés par la liberté naturelle de la conversation. Je ne les ai placés que dans des endroits où j'ai cru qu'on seroit bien aise de les trouver. J'ai mis la plus grande partie dans le commencement de l'ouvrage, parce qu'après l'esprit n'est pas encore assez accoutumé aux idées principales que je lui offre. Enfin, je les ai prises dans mon sujet même et assez proche de mon sujet. Je n'ai rien voulu imaginer sur les habitants des mondes, qui fut entièrement impossible et chimérique. J'ai tâché de dire tout ce qu'on en pouvait penser raisonnablement, et les visions mêmes que j'ai ajoutées à cela ont quelques fondements réels. Le vrai et le faux sont mêlés ici, mais ils sont toujours aisés à distinguer. Je n'entreprends point de justifier un composé si bizarre, c'est là le point le plus important de cet ouvrage, et c'est cela, justement, que je ne puis rendre raison. Il ne me reste plus dans cette préface qu'à parler à une sorte de personnes, mais ce seront peut-être les plus difficiles à contenter, non que l'on ait à leur donner de fortes bonnes raisons, mais parce qu'elles ont le privilège de ne pas se payer si elles ne le veulent pas. De toutes les raisons qui sont bonnes, ce sont les gens scrupuleux qui pourront s'imaginer qu'il y a des dangers par rapport à la religion à mettre les habitants ailleurs que sur la terre. Je respecte jusqu'aux délicatesses excessives que l'on a faites sur le fait de la religion, et celle-là même que je le roi respecter au point de ne la vouloir pas choquer dans cet ouvrage. Si elle est, toi, contraire à mon sentiment, mais ce qui va peut-être vous paraître surprenant, elle ne regarde pas seulement ce système où je remplis d'habitants une infinité de mondes. Il ne faut que démêler une petite erreur d'imagination quand on vous dit que la Lune est habitée. Vous vous représentez aussitôt des hommes faits comme nous. Et puis, si vous êtes un peu théologien, vous voilà plein de difficultés. La postérité d'Adam n'a pas pu s'étendre jusque dans la Lune, ni envoyer des colonies en ce pays-là. Les hommes qui sont dans la Lune ne sont donc pas de fils d'Adam. Or, il serait embarrassant dans la théologie qu'il eût des hommes qui ne descendissent pas de lui. Il n'est pas besoin d'en dire davantage. Toutes les difficultés imaginables se réduisent à cela, et les termes qu'il foudroie employer dans une plus longue explication sont trop dignes de respect pour être mis dans un livre aussi peu grave que celui-ci. L'objection roule donc tout entier sur les hommes de la Lune, mais ce sont ceux qui la font à qui il plaît de mettre des hommes dans la Lune. Moi, je n'y en mets point. J'y mets les habitants qui ne sont point de tous des hommes. Que sont-ils donc ? Je ne les ai point vus, ce n'est pas pour les avoir vus que j'en parle, et ne soupçonnez pas que ce soit une défaite dont je ne me serve pour éluder votre objection, que de dire qu'il n'y a point d'homme dans la Lune. Vous verrez qu'il est impossible qu'il y ait, selon l'idée que j'ai de la diversité infinie que la nature doit avoir mise dans ses ouvrages. Cette idée règne dans tout le livre, et elle ne peut être contestée d'aucun philosophe. Ainsi, je crois que je n'entendrai faire cette objection qu'à ceux qui parleront de ces entretiens sans les avoir lus. Mais est-ce un sujet de me rassurer? Non, c'en est un au contraire très légitime de craindre que l'objection ne me soit faite de bien des endroits.